On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle des activités qui sont maintenues, mais bien sûr adaptées au Centre de femmes du Haut-Richelieu. Mais d'abord, il est coroner depuis une trentaine d'années. Il participe à une télésérie disponible sur Club Illico en ce moment. On reçoit à l'instant le docteur André Dandavino. Vous savez, actuellement, les gens se cherchent un peu de divertissement ou à tout le moins pour occuper le temps. Bon, la télé, évidemment, en fait partie. Il y a toutes sortes de chaînes qu'on peut regarder, Netflix, Crave, Club Illico. Et parmi les séries actuellement qu'on peut aller voir, notamment sur Club Illico, il y en a une toute nouvelle depuis quelques semaines, Coroner, La voix des victimes. Il y a plusieurs épisodes, 8 au total, je crois, dont certains, en fait, il y a 6 coroners qui sont un peu mis en relief là, dans cette télésérie-là, dont coroner qui exerce évidemment ici dans la région depuis nombre d'années déjà, le docteur André Dandavino, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, moi, je suis rendu au 5e épisode sur 8, dans lequel il y en a 2, à tout le moins, où je vous ai vu à quelques occasions. Expliquez-nous un peu l'essence même du projet. Comment le projet a-t-il émergé? C'est des gens d'une entreprise qui voulaient donner une image de comment travaillent les coroners, c'est quoi leur but, c'est quoi leur travail, leur façon de faire. C'est sûr que parmi les gens, il y a beaucoup de gens qui vont penser que le coroner sont encore avec la même idée de Quincy, que le coroner fait les autopsies et agit de façon un peu comme à la télévision, là, ce qui n'est pas vraiment le cas, mais on explique quand même assez bien le processus, là. C'est sûr qu'il y a peut-être un peu des choses qui sont plus ou moins importantes dans le dossier, mais on est capable d'expliquer aux gens, par exemple, les nouvelles technologies, par exemple, le coroner peut demander, au lieu de demander une autopsie, s'il peut, il peut demander des scans, des tomographies post-mortem. Donc, les gens, ils peuvent apprendre un peu c'est quoi notre rôle, un peu. Bien, c'est un rôle qui est assez méconnu. Moi, évidemment, de par le métier que je fais, j'ai un certain nombre de choses que je savais déjà, bon, comme le fait que pour être coroner, on est soit médecin, avocat ou notaire. Pour le moment, ça a changé parce que la ministre, pour une raison qui est à elle, a décidé aussi qu'à partir de maintenant, même des ingénieurs pouvaient être coroner. Ah, ça, c'est nouveau, ça. Oui, à partir de maintenant, là, la nouvelle loi qui est faite. Là. Mais on comprend aussi assez rapidement, en tout cas dans les premiers épisodes, que dans le cas où on n'est pas médecin, évidemment, difficile de pratiquer l'autopsie ou même dans certains cas d'assister à l'autopsie. Je sais que certains le font, mais c'est pas la coutume, là. Non, c'est plus des choses anecdotiques, c'est sûr qu'il est évident. Maintenant, tous les examens physiques doivent être faits par un médecin, souvent le coroner médecin, ce qui est toujours plus facile, parce que quand c'est un coroner médecin qui fait l'investigation et qui peut se permettre de faire l'examen du corps, en même temps, il va faire l'identification du corps avec la famille. C'est un moment privilégié de rencontrer la famille, sinon ça l'empêche de passer par des oui-dire. Ce que j'ai trouvé, moi, fort intéressant dans les premiers épisodes, que je connaissais un peu moins, c'est toute la gestion des dépouilles. Entre autres, appartenait là, à la morgue centrale, où là, il y a des délais légaux, le nombre de temps qu'on peut garder la dépouille, qu'on peut la garder, pas la garder, la remettre à la famille, etc. Il y a tout un volet, moi, qui m'échappait un peu, que je ne connaissais pas. Il faut dire que c'est quand même un peu... c'est intéressant parce qu'à partir du moment qu'un avis est donné au coroner, il faut bien comprendre que le gouvernement, l'État, est propriétaire de la dépouille. Oui. Alors, par conséquent, même les personnes les plus proches ne peuvent pas décider elles-mêmes de ce qui va arriver à la dépouille tant que le coroner ne l'a pas libérée. Donc, le coroner peut garder la dépouille jusqu'à temps pour s'assurer que l'identification soit faite. Le coroner peut décider de demander une tomographie post-mortem, qui est un scan ou une autopsie, et les gens n'ont... Ou puis il peut faire des prélèvements, mais les gens n'ont aucun regard sur sa conduite. Le corps appartient... C'est un peu impressionnant quand on dit ça, mais le corps appartient à l'État jusqu'à temps que l'État le remette à la famille. Ouais. Oui. En même temps aussi, ce qui est fascinant, c'est de comprendre qu'est-ce qui est un cas de coroner et qu'est-ce qui n'est pas un cas de coroner. Ou même dans l'épisode que je regardais pas plus tard qu'hier, je comprenais par votre collègue de Drummondville, entre autres la gestion par rapport aux enfants. Donc, de 0 à 6 ans, si la mort n'est pas à l'hôpital, automatiquement, il y a comme un... C'est comme si d'emblée, on refile ça au coroner, mais qui peut rapidement, évidemment, décliner. Là, mais dans les cas de coroner, il y a des cas obligatoires. Tous les cas de mort violente, que ce soit un accident, un suicide, un traumatisme quelconque, une mort lors d'un accident du travail, tout ça, c'est obligatoire.
les décès dans des postes de police, les décès dans des garderies, les décès dans des familles d'accueil, dans le sens que... Tout ça est automatique. Tout ça est automatique. Maintenant, le coroner prend avis, il est obligé à ce moment-là d'intervenir. Maintenant, il y a aussi, dans toute cause où le décès, où on n'est pas certain de l'identification, ni de la cause du décès. Donc, ça peut être des décès d'ordre naturel, mais si on se pose des questions, c'est un cas de coroner. Et encore, quand les gens se demandent des questions. Si les gens se demandent des questions sur le décès, alors c'est préférable d'intervenir maintenant, parce qu'à partir du moment que la dépouille est partie, on n'a plus d'accès à... Mais c'est pour ça que vous dites que la relation aussi avec les familles sont hyper importantes. Dans l'épisode que je regardais, le dernier, on parlait des enfants, oui, mais d'un jeune homme de 9 ans qui décède d'une cause un peu particulière. Et finalement, la rencontre de votre collègue Spénard avec la famille fait la démonstration finalement que les parents ou même les médecins traitants n'auraient jamais pu trouver la cause du décès du jeune homme en question. Ça enlève, disons, une couche de culpabilité probablement pour l'entourage. Donc, ces rencontres-là, elles sont difficiles, mais elles sont primordiales avec les familles. Bien, c'est essentiel. Maintenant, il faut quand même pas non plus exagérer la question rencontre. Là. Les gens, ce qui est important pour nous, parce que même si on prend de l'information, il faut comprendre qu'à partir du moment que ça devient un cas de coroner, la police intervient sous la loi des coroners et la police, le système policier sont la main du coroner, dans le sens que les policiers vont faire l'enquête de les circonstances des derniers 24 heures, par exemple, qu'est-ce qui est arrivé dans les dernières 24 heures, comment l'évolution du cas. Le coroner, lui, va être capable, par la loi, de saisir tous les dossiers médicaux à sa guise, tous les dossiers des pharmacies, puis ensuite essayer de se faire une idée, une image de ce qui est arrivé. C'est sûr que quand des cas de mort naturelle inexpliqués, l'avantage d'avoir une formation médicale, c'est un surplus parce qu'on peut comprendre des choses. Déjà, lire un dossier médical, c'est déjà beaucoup. Le comprendre, c'est une deuxième chose. Et faire des conclusions qui sont logiques, c'est beaucoup. Mais on voit aussi que le travail de coroner va être un peu différent aussi entre les grands centres et les régions. Des centres urbains ou des territoires plus ruraux, ou même dans certains cas, comme le disait votre collègue du Centre du Québec, bon, il dit dans le coin, tout le monde se connaît, tout le monde connaît tout le monde, on s'appelle quasiment par notre petit nom. Là. Je veux dire, il y a comme le travail, il n'est pas le même selon le territoire qu'on peut desservir. Là. Non, effectivement, il y a les grandes régions de Montréal-Québec qui sont desservies par des permanents qui font aussi beaucoup d'investigations à distance. Par conséquent, ils ne voient jamais les corps, ne rencontrent jamais les familles physiquement et ils vont faire le travail en fonction de l'intervention policière. Dans un cas des régions, parce qu'on a encore des coroners investigateurs qui sont à temps partiel, comme ici, moi, bien, moi, je suis de garde 24 heures par jour, 8 jours par semaine. Là. Par conséquent, si je ne suis pas à l'extérieur du pays, tous les décès qui sont des cas de coroner, c'est moi qui en ai responsable. Alors, depuis 35 ans, vous comprenez que la relation que j'ai avec les policiers s'est développée. Je fais encore partie de l'hôpital du Haut-Richelieu. Par conséquent, mon entrée à l'hôpital est facile. Je suis capable de gérer. Je suis capable d'aller voir les dossiers, les médecins. Ça fait que c'est un avantage. L'avantage du coroner à temps partiel en région, c'est de bien comprendre sa région et de bien comprendre aussi tous les phénomènes qui sont associés à un décès. Le territoire montérégien, qui est quand même immense aussi en distance et en population, il est divisé comment? Autrement dit, vous, votre territoire, il commence où puis il s'arrête où? Là? Moi, c'est un genre de pointe de tarte là, qui va commencer à Carignan, par exemple, Carignan, et qui va aller jusqu'à l'autoroute 35, à l'autoroute 10, près de Hemingford, et qui va aller... jusqu'à Farnham, Rougemont. Quand même, OK. Donc, on parle d'un territoire d'à peu près quoi, 250 000 populations? C'est assez grand. Peut-être pas 250, mais c'est quand même... Ça, okay. Mais et dans une année courante, il y a combien de cas qui vous sont référés? Vous m'aviez déjà dit de mémoire 125 par année? Oui, entre 100 et 125. Actuellement, cette année, je suis à peu près à 120. Là. OK. Et de ce nombre, il y en a combien vraiment là, qui vont demander des rapports fouillés, détaillés, des investigations, des enquêtes? Tous. Tous? Bien, écoutez, moi, j'ai un avantage. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres à régler, j'imagine. Bien, pas pour moi. Étant donné que je suis médecin, il y a beaucoup de choses que je peux comprendre facilement sans nécessairement faire
des investigations. Donc, c'est sûr que moi, c'est plus facile d'annuler des cas parce que juste à regarder un dossier médical, des rapports de prise de sang, je veux dire, il y a des, par exemple, quelqu'un qui va se présenter à l'hôpital, puis il y a des enzymes, telle sorte d'enzymes, ou je vais voir la créatinine de quelqu'un, bien là, je suis sûr que c'est un décès attendu, ou à ce moment-là, c'est plus facile pour moi, parce que moi, je ne prends que les cas compliqués, parce que les cas faciles, en tant que médecin, je peux pas les prendre. Mais sur les 125 cas, il y en a combien qui, ultimement, peuvent débouler sur de véritables recommandations? Bien, les recommandations, c'est peut-être entre 5 dans mes cas, moi, étant donné qu'il ne faut pas faire des recommandations si les recommandations ont nécessairement déjà été faites dans un autre sens. Là. Fait qu'on fait juste celles qui sont pertinentes. Vous avez quand même quelques années d'expérience. Au fil du temps, au fil de ces 30-35 années, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, il y a certaines recommandations que vous avez pu émettre il y a quelques années qui, ultimement, ont été appliquées ou pas appliquées? Bien, il y en a qui ont été appliqués, puis il y en a qui ne sont pas appliqués, mais ça, il faut répéter. Tous les gens de Saint-Jean savent qu'on a mis des barrières de protection le long du canal, du canal Chambly à Saint-Jean. C'est ça, c'était suite à un décès d'une personne qui était décédée, qui était tombée dans l'eau. L'autoroute 35, avec le chemin Saint-André, c'est nous qui avons fait fermer ça. Le prolongement de l'autoroute 35, on a fait plusieurs recommandations. Et même lorsque le ministère des Transports s'est servi d'une recommandation, parce que depuis que l'autoroute 35 est faite, il y a une diminution importante des décès sur la route qui va jusqu'aux lignes américaines. Il y a plusieurs recommandations qui ont été faites, qui ont été acceptées. Maintenant, il y en a d'autres qu'on a un peu de difficulté à faire passer. C'est comme moi, je reviens tout le temps sur le fait que tous les débits de boissons devraient avoir et offrir de façon gratuite ou non des ivressomètres à la population pour que les gens sachent quel est votre taux d'alcool. Mais ça ne passe pas encore parce que la recommandation va au ministère de l'Industrie, etc. Puis là, vous savez, quand on fait affaire avec des fonctionnaires, tout le monde trouve la raison pour ne pas le faire, là, mais avec le temps, je pense qu'on va finir par avoir raison. Là. Et puis, dans le dernier épisode que moi j'ai regardé, le numéro 5, on parle entre autres de la mort des enfants et on voit aussi, que c'est plus difficile sur le plan émotif pour certains coroners, mais même pour tout le monde un peu. Et entre autres, vous relatez un épisode, évidemment, dans lequel moi aussi j'ai été lié, la mort des cinq enfants sur le boulevard Gouin il y a quelques années. Puis je vous sentais dans l'épisode aussi assez émotif par rapport à cet épisode-là. C'est pas facile, ça, quand on doit, malgré le décorum, le job qu'on doit faire, il en reste qu'il y a une sensibilité qui est là qu'on peut pas enlever. Là. Donc, la sensibilité demeure, sauf que je n'ai pas le droit de la manifester nécessairement. Je peux avoir une empathie, mais en tant qu'officier public, j'ai un travail à faire. C'est sûr que si je vois une femme enceinte qui perd son conjoint d'un accident quelconque, je ne peux pas pleurer avec elle, puis je ne peux pas l'embrasser ou la serrer, mais sa souffrance, je l'ai. Et pas seulement que je l'ai. Des fois, les gens ont de la misère à comprendre que même malgré un poker face là, à l'intérieur, moi, je vis leur peine. Puis souvent, même ce que je dis quand je m'en vais sur la route, je me rappelle un tel est décédé ici. Oui, vous avez des souvenirs. Si on s'en va à Mont-Saint-Grégoire, je sais que dans la courbe, il y a déjà eu des jeunes qui sont morts, 4-5 qui sont morts en même temps. C'est automatique. Quand on parlait de l'épisode du boulevard Gouin, moi le premier, à chaque fois que je passe là, je vois encore le bâtiment, j'ai encore les mêmes souvenirs. Donc, il y a des souvenirs qui restent là. Il y a des images. Moi, l'image de 3 petites filles qui sont couchées sur les tables à l'urgence, qui a eu un accident sur la route 133, puis que on se pose des questions. Pourquoi que ça arrive? Ces doigts poupées, j'attends juste qu'ils se réveillent, puis ça n'arrive pas, puis on se pose des questions sur bien des choses, là, quand ces choses-là arrivent. Là. Mais on l'a à l'intérieur, mais c'est pas notre rôle de le manifester nécessairement. Là. Donc, si vous désirez voir cette série, c'est disponible sur Club Illico en ce moment. Ça s'appelle Coroner, la voix des victimes. Donc, on met en relief le travail de 6 coroners, dont celui de notre région, Dr André Dandavino. Merci beaucoup. Fort instructif. Donc, j'invite les gens qui sont à la recherche de divertissement aussi de s'informer. Très intéressant sur le métier de coroner. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous parle des activités qui sont maintenues, mais adaptées au Centre de femmes du Haut-Richelieu.
Télévision du Haut-Richelieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. L'informateur Joannais William Julien et en deuxième partie, David Sauvry pour les Celtics. Voilà, ne manquez pas ça. Est-ce que tu penses que le lien va être sur Facebook cette semaine? Bien sûr. J'espère. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. À chaque semaine, depuis le début de la pandémie, on essaie, comme ça, évidemment, de donner un peu de visibilité aux organismes du milieu parce que la pandémie, c'est pas facile pour personne, c'est difficile pour les entrepreneurs, mais c'est difficile également pour les organismes à but non lucratif, dont certains aussi vivent de certains événements sociaux qui rapportent certains bénéfices, mais il y a les activités aussi qu'on doit tenir, ça dépend de notre mission. Aujourd'hui, on donne un peu de glace au Centre de femmes du Haut-Richelieu. Avec nous pour en parler, Joëlle Terrien. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc, vos activités, elles sont maintenues, mais à la fois aussi adaptées avec le contexte? Oui, exactement. Au début, on avait sorti notre galon à mesurer. Pour tout, on a une grande salle, donc tout était à 2 mètres de distance pour tenir là, des activités en présence. Mais là, quand on est tombé en zone rouge, bien là, on a essayé le plus possible là, de mettre nos activités par Zoom. Là. Donc là, pour le moment, c'est une activité, là, des activités complètement virtuelles, sauf quand on va revenir là, en zone orange, là, on pourra réaccueillir les personnes au centre. Bon, quel genre d'activité vous tenez en temps normal, disons, avant la pandémie, que vous avez, disons, adapté aujourd'hui? On a tous nos cafés-rencontres. On en a plusieurs là, par mois, les lundis et les vendredis. Donc, à tous les vendredis, le premier vendredi du mois, on était à Mont-Saint-Grégoire. Donc là, c'est encore le café-rencontre de Mont-Saint-Grégoire, mais qui a lieu sur Zoom. On a même aussi là, nos groupes autogérés. Ça, c'est des femmes qui animent elles-mêmes là, des activités, donc des femmes bénévoles qui ont elles-mêmes voulu là, mettre leur activité sur Zoom. Donc, on a une bénévole qui faisait un atelier là, de conversation anglaise. Donc, elle tient sur Zoom. Notre groupe d'écriture aussi a poursuivi là, ses activités sur Zoom. Donc, on est contente que les femmes aient embarqué avec nous pour celles qui le peuvent, bien sûr. Avez-vous autant ou plus ou moins de participation, le fait de les tenir virtuellement? C'est sûr qu'il y en a moins, parce que les okay. femmes aimaient beaucoup là, le contact, hein? Exactement, le contact humain. Pour nos soirées conférences et jeudi soir, là, on dirait peut-être que ça aide un peu là, la présence, surtout le novembre, décembre, on a peut-être moins envie de sortir pour venir au centre assister là, à une activité, mais pour les autres activités, nos cafés-rencontres, il fallait limiter là, les inscriptions, parce que sinon, on avait 20-25 femmes là, qui se présentaient, là, donc c'est sûr là, que c'est plus intime là, virtuellement parlant. Là. Okay. Ça dépend beaucoup là, des thématiques. Ça marche bien, le résultat est bon, on s'en satisfait, on comprend que c'est pas comme d'habitude, mais comment ça se passe? Ça se passe quand même assez bien. C'est sûr qu'au début, moi, j'ai organisé 2 séances d'initiation à Zoom parce qu'on a tenu... Oui. Là, on est rendu des experts. Là. Ah, exactement. Moi, il y a un an, j'avais jamais... c'était plus difficile un peu. J'avais jamais rien animé sur Zoom. Là. C'était beaucoup de nouveautés pour l'équipe de travail aussi. Là. Puis nous, on a été obligés de tenir notre AGA là, sur Zoom, notre Assemblée générale. Puis c'est important pour nous là, que les femmes, ce ne soit pas un frein pour celles qui sont capables d'y assister. Là. Donc, l'appel a été là, plutôt bon pour les 2 séances que j'ai organisées. Puis ensuite, là, les femmes se sont embarquées là, dans l'aventure avec nous. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a tout le temps des situations là, où là, on fait un soutien téléphonique, on essaye, il faut cliquer ici. À gauche, à droite, en bas. Ouais. C'est ça, c'est différent aussi en fonction là, si c'est sur une tablette, un téléphone, l'ordinateur. Donc, on essaye du mieux possible là, d'aider les femmes. Mais je suis impressionnée là, de voir qu'elles ont embarqué dans l'aventure avec nous. Mais que le lien soit en présentiel à 2 mètres ou virtuel via Zoom,
c'est important de garder le contact, c'est important de garder les activités. Je veux dire, c'est primordial. Là. Ah oui, exactement. C'est ça. Juste au moins de garder la récurrence, de garder là, les rendez-vous, les femmes qui étaient habituées. Là, il y a des femmes qui avaient des agendas chargés, qui avaient là, leur horaire. Donc, au moins, ça permet de garder là, un semblant là, de normalité là, dans toute cette situation. Là, dans quelques semaines, début mars, c'est toujours la Journée internationale. Avez-vous déjà planché sur des trucs en virtuel ou je ne sais trop? Bref, avez-vous déjà pensé un peu à ça? C'est même il y a plusieurs années, au Centre culturel, hein, au Cabaret Théâtre, on faisait des gros événements, puis etc., etc. Bon, évidemment, cette année, on s'entend que ça ne sera pas possible. Exactement. Mais avez-vous des alternatives là-dessus? Oui, bien, c'est notre gros événement de l'année. Là. Je dois avouer que ça a été un peu difficile là, parce que là, on ne sait même pas. L'aviez-vous fait l'année passée, oui? Oui, exactement. Ben oui, parce qu'on était 2 semaines avant le déclenchement de la pandémie. Nous, on le fait toujours là, le 8 mars, là, qui est la date de la journée. Donc, oui, on a eu une super belle là, rencontre. Là, ça commençait à se parler, la COVID. On n'était pas trop sûrs encore, mais il n'y avait aucune mesure sanitaire. C'était à la fin, la semaine de relâche. Bon oui, exactement, c'est notre dernier gros événement, dans le fond, qui a eu lieu, parce qu'après, là, tout a été annulé. Donc, pour cette année, c'est ça, on est en train là, de réfléchir là, à comment on va interpeller les femmes. Ça va sûrement être une activité là, en virtuel. Peut-être qu'on va avoir un petit côté, là, on va peut-être faire des envois postaux à nos membres là, pour que celles qui n'ont pas accès à Internet là, puissent au moins souligner cette journée-là avec nous, papier. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le thème, c'est « Écoutons les femmes ». Donc, c'est un beau thème qui est parleur. Là, on ne sait pas trop comment on va s'y prendre pour mettre en valeur l'activité. Bon, évidemment, c'est différent d'un organisme à l'autre. De votre côté, est-ce que la pandémie vous empêche de tenir certaines activités bénéfices avec lesquelles on se finançait ou plus ou moins? Non, nous, de notre côté, là, on marche plutôt aux subventions, là, donc on était correct à ce niveau-là. Donc, ça vous a moins dérangé de ce côté-là. Bon, là, évidemment, vous l'avez dit tantôt, évidemment, quand les mesures seront levées, évidemment, votre souhait, c'est de revenir à accueillir du monde. Donc, vous êtes dans le centre d'Orchester, dans le quartier Saint-Gérard, sur la Lufaneuf. Mais donc, pour vous, un jour ou l'autre, il va falloir commencer à réopérer et à revoir les gens en vrai, là. Oui, exactement. Bien, nous, pour l'instant, là, notre ligne directrice, c'est que tant que le Haut-Richelieu est en zone rouge, nos activités ont lieu sur Zoom. Mais quand on va retomber en zone orange, là, on espère que ça va être là, en quelque part dans les prochaines semaines, on va être prête à accueillir les femmes. Là, nous, on a du marquage au sol pour telle activité. Bien, on positionne les chaises de telle manière pour que tout le monde soit à 2 mètres. Donc, les femmes sont habituées. Là, quand elles vont à la salle de bain, bien, elles nettoient là, toutes les surfaces avec lesquelles elles ont été en contact. Là. La salle a combien de capacité en temps normal? En temps normal, on peut être à l'aise là, une cinquantaine de personnes. C'est vraiment une très grande salle là, à air ouverte. Donc, si vous avez 20-25 personnes, ça peut se gérer, là, c'est ça? Bien, on trouvait que c'était moins convivial parce que sinon, les femmes entendent mal aussi. Là, si on est toutes à 2 mètres de distance en cercle, là, ça fait un très grand cercle à gérer. Donc, nous, on a limité à 12 personnes. Exactement. Mais on a aussi nos groupes de cuisine collective. Quand on va retomber là, en zone orange, on avait tout mis en place là, un protocole avec l'équipe de sécurité alimentaire là, pour que les participants aient le moins de contact possible. C'était l'intervenante là, qui faisait là, la navette. Là, donc, ça aussi, on va pouvoir être prête là, quand on va tomber en zone orange. Zone orange, puis après ça, zone jaune. Exactement. Puis zone verte, puis c'est ça. OK. Mais je trouve ça intéressant. C'est drôle parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu quelqu'un dire la zone orange, comme si ça n'existait plus. Tu sais. Fait que je trouve ça intéressant de voir qu'on est en vie, on maintient des activités, on les adapte, on remplit notre mission. Heureusement, vous n'êtes pas trop impacté au niveau des activités bénéfices, ça vous touche moins. Mais vous pensez déjà donc à l'après, là, parce qu'il faut penser à l'après, là. Oui, on est rempli d'optimisme. Et les femmes qui font affaire avec vous dans les différentes activités, de quelle façon la pandémie les impacte? Personnellement, financièrement, mentalement, bref, c'est quoi le sentiment du terrain? Ah, c'est super différent là, d'une femme à l'autre. Ce qu'on a beaucoup comme appel aussi, c'est des femmes qui se sentent isolées, des femmes qui sont seules ou des fois là, qui sont en couple. Là, mais des fois, là, un moment donné, quand passer 24 heures sur 24 avec son conjoint, on a envie de parler d'autres choses avec d'autres personnes. Là, mais il y a aussi là, des femmes en détresse, des femmes épuisées. Le confinement, là, ça amène là, toutes sortes là, de tensions aussi. Il y a des problématiques là, de violence conjugale aussi, là, des femmes qui se questionnent. Donc, ça va là, dans différentes directions. Okay, donc, vous en avez vraiment de tous les genres, là. Oui, que vous pouvez soit référer à Maison INA ou référer à d'autres types d'organismes pour pouvoir les aider ou les supporter. Vous êtes un peu comme un guichet,
pas un guichet unique, mais un guichet à tout le moins qui peut accueillir toutes sortes de requêtes pour rediriger ces femmes-là. Oui, exactement. Là. Donc, si une femme a une problématique, elle peut appeler au centre de femmes, puis que ce soit là, pour de l'aide alimentaire, on va la référer au bon organisme en fonction là, de son secteur, parce qu'il y a plusieurs là, organismes là, au niveau de l'aide alimentaire. Là. Donc, nous, on a notre petit bottin de ressources, puis on essaye là, de les référer du mieux qu'on peut. Bien, c'est bien parce que souvent, les gens ne savent pas trop comment demander de l'aide. Hein? Fait que c'est intéressant de voir qu'un organisme comme le vôtre, donc s'il y a des femmes qui nous regardent en ce moment puis qui ont peut-être entendu certaines problématiques qu'elles vivent en ce moment, bien, ils peuvent se référer chez vous au centre de femmes pour participer soit à des activités ou ultimement être dirigés au bon endroit. Exactement. Puis on a aussi une intervenante qui est là pour... pas qui est là, qui est chez elle, mais qui est chez elle, mais elle est là pareil. Exactement, là, qui peut faire un soutien là, téléphonique aussi là, pour, au niveau... On a un service là, d'écoute et de relations d'aide. Là, donc, si une femme a besoin de ventiler, de mettre de l'ordre dans ses idées, bien, elle peut parler là, à quelqu'un rapidement. Joëlle Therrien, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci. Et souhaitons-nous la zone orange. Oui. Vivement. Merci. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Petit rappel, 4, 5 et 6 février à l'ancien Sears au Carrefour Richelieu, collecte de sang. Vous savez, c'est très important de continuer de donner du sang malgré la pandémie. Mais évidemment, avec la pandémie, c'est un peu différent. Il faut prendre rendez-vous pour donner du sang, mais les résultats sont très, très bons. C'est un courriel que vous envoyez à jedonne@commercial-ma-québec.qc.ca. À demain. Bye-bye.